C'est le 17 novembre 1869 que Ferdinand de Lesseps inaugure le canal de Suez, réduisant la route des Indes de 8000 km. Marseille, qui était déjà un grand port de Méditerranée, devient le port le plus important du pays. Pour moi, Marseille, c'est quand même le premier port, le plus vieux port de Méditerranée, l'un des plus anciens du monde. La Chambre de commerce était la première au monde, il me semble. Donc c'est vraiment une capitale de négoce. C'est ce que j'ai toujours appelé le Hong Kong de la Méditerranée. C'est une zone absolument extraordinaire. L'activité prend une telle ampleur que la capitale veut imposer des droits de douane. Pour défendre leurs intérêts, les chefs d'entreprise marseillais créent la Défense, la première union patronale, avec pratiquement 100 ans d'avance sur les idées de l'époque. La ville de Marseille et le port étaient très attachés, notamment à l'absence de droits de douane, aux échanges internationaux et à la liberté des échanges. Alors que le nord de la France, qui était agricole, était dans le protectorat. En avance sur son temps, pratiquement une devise, puisque la Défense sera aussi la première à développer des cours du soir pour les salariés dès 1885, ou à soutenir la création d'une médecine du travail et des congés payés au lendemain de la crise de 1929. Bon, pour être honnête, toutes ces avancées sont aussi des victoires des syndicats d'ouvriers de l'époque. Disons que là aussi, avec un peu d'avance sur le reste de la France, la bataille sociale avait déjà commencé. Les employeurs avaient devant eux une organisation syndicale qui se structurait et qui commençait à devenir extrêmement puissante. Donc il fallait mener deux fers au feu, si je puis dire, pour les employeurs. C'était d'une part peser dans les décisions de politique économique et de l'autre, trouver un interlocuteur capable de faire face à cette organisation syndicale. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, tout va changer. La décolonisation va littéralement détruire l'activité portuaire. Après les journées d'émeutes qui l'illustrèrent tragiquement, Marseille avait retrouvé le calme, calme de paralytique. Sur le port, gardé militairement, les dockers restaient absents. Pour sauver les denrées périssables, la troupe devait prendre leur place. Des navires étaient déroutés et le plus grand port de France, avec ses 100 000 grévistes, n'offrait plus que l'image d'un désert où l'orage couve encore. Il y a eu une période de cristallisation des conflits sociaux et où à Marseille c'était assez exacerbé. Il y avait même un maire communiste à Marseille. Et ensuite, il y a eu l'accord, on va dire, de l'entreprise et de Gaston Defferre qui a duré très longtemps. Alors que la France entre dans les 30 Glorieuses, Marseille va connaître une longue période de crise et d'immobilisme. En 20 ans, elle perdra plus de 50 000 emplois et 150 000 habitants. C'est dans ce climat que la Défense devient l'union patronale interprofessionnelle. Monsieur Pujol, est-ce que vous pourriez nous rappeler quelle a été et quelle est la vocation actuelle de l'UPIM? Eh bien, elle a créé des caisses de sécurité sociale avant la loi, elle a construit des logements avant que la loi ne l'impose, elle a également assuré des cours du soir depuis 80 ans, elle s'occupe de formation et métiers. En un mot, elle s'occupe de la formation et de la promotion des hommes. Elle s'occupe surtout maintenant de la préparation des hommes qui représenteront le patronat dans toutes les instances où le patronat se doit d'être représenté. L'UPIM entend bien sortir la tête haute de ce marasme économique. Elle soutient alors de tout son poids l'idée d'un port et d'une zone industrielle portuaire à Fos-sur-Mer, allant jusqu'à créer une ligne de chemin de fer directe entre Marseille et le nouveau port. C'est la concrétisation d'une partie de nos efforts et de la mission que nous nous sommes donnés. À savoir que lorsque les entreprises nous ont fait part de leurs difficultés pour se rendre à Fos, nous avons donc pris contact avec la SNCF, avec les pouvoirs publics, et nous nous apercevons aujourd'hui que l'action conjuguée de toutes les bonnes volontés pour le développement économique de la région porte ses fruits, puisqu'aujourd'hui nous sommes heureux de monter dans ce train pour la première fois. Mais les travaux ont à peine commencé que le premier choc pétrolier freine le projet. Ce qu'imaginaient nos prédécesseurs a plutôt été une déception. Fos, aujourd'hui, est indispensable, je n'avais pas sous-estimé Fos, mais qu'entre les attentes et la réalisation, le temps a été très long. Par exemple, on imaginait à une époque d'avoir une usine de montage d'automobiles, elle n'est jamais arrivée. Alors, en attendant la reprise économique, la crise s'installe. Dans les années 70, les relations avec les syndicats prennent un parfum de guerre froide. Certains ouvriers gauchistes justifient leur violence, comme les séquestrations, les actions de commando, en faisant remarquer qu'ils répondent à une certaine violence patronale, en particulier dans les entreprises où le travail à la chaîne est très astreignant, comme la filature par exemple.
Alors que répondez-vous à cette remarque? Moi, je réponds d'abord que je sais très bien ce que c'est que la violence quand elle se manifeste avec des barres de fer aux portes des usines. Ça, c'est clair. Je sais parfaitement qu'il y a dans les usines des travaux qui sont plus durs les uns que les autres, des conditions de travail qui sont plus pénibles. Et permettez-moi de le dire, ce n'est pas un problème français. Toute société industrielle, qu'elle soit de ce côté ou de l'autre côté du rideau de fer, a les mêmes problèmes à résoudre. Et l'autogestion, d'ailleurs, n'a pas résolu non plus les conditions de travail. À l'aube des années 80, l'UPIM devient l'UPBR, l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône. Les patrons deviennent des entrepreneurs et on change les données du problème. La question n'est plus comment relancer l'économie portuaire, mais comment relancer l'économie tout court. Il est certain que la demande de nos adhérents va vers le libéralisme, va vers moins d'État, et ça c'est la première chose que l'on voit. Je crois qu'actuellement, tous les partis politiques ou presque sont sur cette voie et donc je crois que c'est la fonction du patronat d'expliquer comment doit marcher l'économie. On a presque une fonction pédagogique, quelle que soit la couleur du parti. Mais changer de modèle économique, ça prend du temps. Alors pendant toute cette période, il faut gérer les crises au jour le jour. Un peu comme un capitaine dont le bateau prend l'eau et qui espère quand même arriver à destination en décopant. D'ores et déjà, le mal est fait aux entreprises. Et en plus, cette crise intervient à l'intérieur d'une crise déjà de l'économie qui dure déjà depuis 14 à 18 mois. Donc, elle touche des entreprises fragilisées et on risque de voir des dépôts de bilan suite à ces blocages de route, à ces ruptures d'approvisionnement que les entreprises ont subies. Indemnisation, dispositifs pour recenser les dégâts, recours juridiques. À chaque nouveau conflit, on invente de nouvelles façons de répondre. En 1995, face aux grèves de la Poste, l'UPBR crée même son propre service de transport du courrier. Le rôle de l'union patronale, c'est de favoriser l'environnement de l'entreprise. C'est de faire en sorte que l'entreprise puisse travailler correctement et se développer, créer des emplois dont on a grand besoin. Et en faisant ça, nous avons estimé que nous favorisions le développement ou le travail de l'entreprise et il nous a semblé nécessaire de le faire très très vite. Et la reprise arrive enfin. L'économie repart dans tout le département. À Marseille, on envisage même de reprendre des terrains sur le port pour développer de nouvelles activités. Ça s'appelle Euroméditerranée. Impatience pour le nombre d'entreprises qui s'installent, certes, mais depuis le début de l'année, c'est 7 à 8 entreprises, à ma connaissance, qui se sont installées dans le périmètre. Une qui me tient plus particulièrement à cœur, puisqu'il s'agit d'une compagnie maritime qui a choisi Marseille pour installer son siège social. En 2001, voici l'UPE13. Les patrons deviennent des chefs d'entreprise et leurs présidents sont des pros de la télé, capables d'organiser de véritables coups de com'. Quand vous voyez que vous perdez des parts de marché alors qu'il y a un trafic qui ne fait que progresser et que vous ne progressez pas, ça veut dire que vous êtes moins bon que les autres. Qu'est-ce qu'on a de différent par rapport aux autres? C'est que nous aujourd'hui, on a un monopole d'État. L'État n'a pas l'argent pour investir sur ses ports. On a 5 milliards d'euros d'investissements privés qui sont prêts à s'investir. Il faut donner un signe fort, très rapide, pour dire on veut que ces investissements se fassent à Marseille. Ça va créer 10 000 emplois. C'est très important, c'est un enjeu économique fondamental. Et tous ces efforts ont fini par payer. Entre 2000 et 2012, la métropole Aix-Marseille a enregistré la deuxième plus forte croissance d'emploi des métropoles européennes de l'OCDE, avec plus 2,1% par an. C'est à cette époque que l'UPE13 va remporter une de ses plus belles victoires, en mettant fin à une longue tradition de conflit frontal avec les syndicats. Alors que les commerçants aimeraient ouvrir le dimanche dans les zones touristiques, l'UPE13 privilégie la négociation. En 2013, on aura les touristes, donc il faudra bien trouver une solution pour où on les laissera devant des vitrines fermées et ils iront dépenser ailleurs, ou ils resteront pas sur le territoire, ils partiront le samedi soir. Voilà, il y a eu un vrai dialogue qui s'est ouvert, et puis les paroles données ont été respectées, il n'y avait pas forcément de texte écrit, et c'était la première fois que la parole comptait. Et à partir du moment où la parole comptait, on a commencé à se rendre compte qu'on pouvait faire quelque chose de différent ensemble. Et c'est là que s'est créé le collectif Mon Entreprise Ma Ville. Alors rappelons que ce collectif n'existe nulle part ailleurs. Mon Entreprise Ma Ville, un outil de dialogue permanent entre les syndicats de salariés et l'UPE13. Et si vous ajoutez les sondages des employés eux-mêmes, vous obtenez un front uni capable de forcer les politiques à prendre des décisions sur des sujets importants. Le sondage confirme un certain nombre de choses qu'on savait, c'est-à-dire que la principale préoccupation de nos salariés des entreprises du privé, c'est le logement. Ils ont à 99%, ils n'arrivent pas à se loger, ils ont des problèmes avec le logement. La deuxième préoccupation, c'est l'environnement, le cadre de vie. La troisième, c'est effectivement la petite enfance. Et la quatrième, ce sont les transports. Là, on s'en doutait un petit peu également.
Et nous voilà aujourd'hui, dans ce monde libéral, sans droit de douane, dans lequel on peut se former toute la vie et qui privilégie le dialogue. Cela semble tellement normal qu'on en oublierait presque que chacune de ces avancées furent des batailles gagnées par un petit groupe de personnes décidées. Et on peut se demander quels seront leurs combats de demain. Je pense qu'à Marseille, nous avons une particularité et nous avons beaucoup d'imagination. Car le monde change, les jeunes entrepreneurs ont des idées nouvelles et surtout des préoccupations nouvelles. Eh bien, c'était lors de mon expatriation en Afrique. En fait, j'ai fait du bénévolat dans une pouponnière. Et en fait, là-bas, j'ai réalisé qu'ils n'avaient rien. Mais qu'avec rien, ils avaient l'essentiel, c'est-à-dire qu'ils avaient toujours le sourire. Et c'est de là que m'est venue l'idée de créer Fieldream. Donc Fieldream, c'est une entreprise de couture alternative, écologique et zéro déchet. Aujourd'hui, penser l'avenir, ce n'est pas se demander quelles seront les grandes entreprises de demain, mais surtout à quoi ressemblera l'entreprise. Pourquoi on va travailler? Quelle est la place de l'entreprise? Quelle est la place des salariés? Quelle est la place des patrons? Pourquoi on fait tout ça? Quel est le but de tout ça? Et donc il y a des moments de respiration comme on fait aujourd'hui où pendant une journée complète on se pose des vraies questions pour que demain on puisse avoir des entreprises dans lesquelles il fait bon vivre, il fait bon travailler, pour qu'elles soient en bonne santé, pour au bout du bout aller chercher les emplois qui nous manquent tant. Notre département est aussi un des rares en France à avoir su préserver un tissu industriel. Un des défis de l'UPE13 d'aujourd'hui est donc de parvenir à réconcilier l'industrie et l'urgence écologique. On n'a pas le choix sur ce secteur-là entre l'économie ou le travail et la santé, ce sont les deux qui doivent fonctionner ensemble. Écologie, quête de sens, rapport différent avec les syndicats et avec les employés. Mais à quoi ressemblera le chef d'entreprise de demain? Aujourd'hui, je pense qu'on doit avant tout parler, 1, de la planète, 2, des hommes, 3, de la passion que nous pouvons donner, nous engager, on n'hésite pas à parler d'amour, 4, parler bien évidemment du produit que nous portons, qui doit avoir du sens, en interne, en externe, et tout ça, évidemment, pour faire du profit, gagner de l'argent. Et c'est la 5e raison. L'UPE13 n'a jamais été une union d'entrepreneurs comme les autres. Et elle ne le sera jamais. Sa seule constante en 150 ans d'histoire, c'est d'avoir fait de l'avenir sa priorité.